J'ai le plaisir d'appeler au pupitre ma collègue Claire Fredge, maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à l'Université Paris-Nanterre, pour une conférence intitulée « Les sociétés algériennes et le monde 1900-1980 ». Claire. Merci. Donc j'espère quand même que vous ne serez pas complètement déçus à la fin. Donc merci François-Xavier de m'avoir invité et donc merci à vous d'être là. Donc je vais en partie refaire quelque chose qui est déjà enregistré, donc comme ça c'est le principe de la répétition pédagogique. Alors, les sociétés algériennes et le monde, donc merci à Pascal finalement d'avoir abordé cette question par une thématique, et merci à elle d'avoir beaucoup introduit de femmes, parce que je m'aperçois qu'il y en a quand même très peu dans ce que je vais vous raconter. Alors, pour commencer, donc c'est peut-être Augustin Jaumier même qui aurait été mieux à ma place, je vais largement utiliser ces travaux pour introduire la question des sociétés algériennes et le monde. Donc, dans plusieurs de ces textes, il met en avant des circulations de mozabites et de manière générale d'ibadites, donc une école de l'islam, vous voyez le Mzab dans le sud de l'Algérie. Alors, le 26 mars 1900, là encore, ça tombe bien, Souleymane Ben Nassir, donc wali, gouverneur de Dar es Salaam, capitale de l'Afrique orientale allemande, dont les élites sont d'origine omanaise, sont ibadites, rend visite à ses coreligionnaires dans le Mzab, sur le chemin de l'exposition universelle de Paris. Donc, un wali de Zanzibar arrive dans le Mzab, donc qui fait partie des territoires du Sud, de la colonie algérienne. Il rend notamment visite au cheikh Mohamed Ben Youssouf Atfayesh, qui est, disons, le grand intellectuel du Mzab de l'époque, donc Atfayesh, qui correspond ponctuellement avec des personnalités religieuses et politiques, pas forcément ibadites, du monde arabe, comme Mohamed Abdou, donc le moufti d'Égypte, le réformateur bien connu, le moufti de la Mecque, le souverain ottoman Abdulhamid II, et puis avec plusieurs sultans ibadites d'Oman ou de Zanzibar. Atfayesh se rend en pèlerinage à la Mecque, donc en 1873 et 1886. À chaque fois, les étapes sont des occasions d'échange avec d'autres oulémas. En 1911, lors de l'invasion de la Tripolitaine par les Italiens, Atfayesh orchestre une campagne de levée de fonds et d'armes, donc en faveur des Tripolitains et des musulmans. De même, pendant la guerre des Balkans de 1912, il soutient les Ottomans contre les Grecs. Je vous ai mis un troisième nom, donc Ibrahim Atfayesh, dit Abou Ishaq, toujours tiré des travaux d'Augustin Jaumier, donc le petit-neveu du cheikh Atfayesh, lui aussi donc mozabite. Il part étudier à Tunis en 1917 dans le cadre d'une mission étudiante mozabite. Il se lie d'amitié avec des personnalités du Destour, donc le parti constitutionnel fondé à Tunis en 1920. Il y adhère, il est expulsé de Tunisie en 1923 et s'exile au Caire. Au Caire, il développe des relations avec Mouhib al-Din al-Khatib, donc un Syrien établi en Égypte, journaliste renommé, un des porte-parole du wahhabisme saoudien, et c'est dans l'imprimerie de ce al-Khatib que Abou Ishaq fonde une revue, Al-Minab, La Voix, ainsi qu'un certain nombre d'ouvrages. Et de là, du Caire, donc Abou Ishaq, le mozabite, noue des liens avec d'autres intellectuels syriens, notamment Rachid Rida. Donc, il est au cœur, Ishaq, de la nébuleuse intellectuelle que les orientalistes Massignon et Laoust qualifient à cette époque de réformisme du nom de salafiste. Et Abou Ishaq donc représente l'Algérie au Congrès islamique de Jérusalem, un rassemblement pan-islamique et pan-arabe. Il va être aussi l'ami d'Hassan al-Banna et de Saïd Qutb, donc des personnalités du mouvement des frères musulmans. Alors, bon, trois trajectoires mises en avant par Augustin Jaumier. Il y en a pas mal d'autres dans son livre et deux des articles que j'ai mis sur le PowerPoint.
Donc, ces trajectoires illustrent le fait que, loin d'être coupée du monde, cette société mozabite, qui est souvent présentée comme un isolat, suit avec attention, en tout cas ses élites, les événements internationaux et s'intéresse à un entourage maghrébin, africain, méditerranéen, ottoman. Donc, cette manière, par les marges qui n'en sont pas complètement, de l'Algérie colonisée, permet d'envisager l'histoire des sociétés algériennes par leur connexion à différentes échelles. Alors, j'ai choisi d'intituler cette présentation « Les sociétés algériennes » puisque finalement, ce pluriel est très facilement associé à un territoire qui recouvre donc l'Algérie actuelle, qui n'existe pas comme telle quand la province ottomane d'Alger commence à être colonisée à partir de 1830. Donc le nord de l'Algérie est une province ottomane, comme vous le savez, qui est divisée en départements français en 1848, mais le Mzab est effectivement annexé en 1882, Mzab qui n'a jamais fait partie de la province ottomane. De même, le Touat et le Tidiquelt, occupés à la fin du XIXe siècle, sont rattachés, comme d'autres oasis du Sahara, au territoire du Sud, donc créé en 1902, administré par l'armée française, mais qui donc vont faire partie de ce qui commence à devenir le vaste ensemble qui constituera donc l'Algérie, dont les frontières du Sud sont fixées au début du XXe siècle. Et donc sur ce territoire, qui n'est pas devenu colonie à la même époque et de la même manière, eh bien, s'organisent différentes sociétés, des sociétés urbaines, rurales, nomades, sédentaires, arabophones, berbérophones, essentiellement sunnites, mais donc aussi ibadites, mais une population juive existe également avant 1830, à partir de 1830, tout au long du XIXe siècle, au XXe siècle encore, et finalement ces populations, ces sociétés sont elles aussi les résultats de circulation antérieures. Et alors à côté de ces populations indigènes, des populations allogènes d'origine pluriel européenne, s'installe dans le nord de l'Algérie à partir de 1830, dans ce qui va être la seule colonie de peuplement française de l'Afrique. Donc cette carte qui vous montre l'Afrique du Nord, donc l'Afrique en vert départementalisée, et l'énorme superficie des territoires du Sud, mais qui constitue l'essentiel du territoire de l'Algérie actuelle. Alors, l'histoire de l'Algérie à l'époque contemporaine a longtemps été écrite dans un face-à-face franco-algérien, une perspective qui tente d'être dépassée depuis plusieurs années, donc beaucoup d'ouvrages sur le peuplement. Donc, du tête-à-tête au désenclavement de l'histoire de l'Algérie, qui était avec Sylvie Thénault et Hélène Blé le thème d'un colloque que nous avions organisé jadis et qui est accessible dans la RHMC. Mais donc cette question justement du désenclavement de l'histoire de l'Algérie colonisée a continué donc depuis plusieurs années. Cette histoire de l'Algérie au XIXe et XXe siècle, elle s'écrit d'abord énormément. De plus en plus, l'Algérie est considérée dans le cadre des settlers colonial studies, donc qui, disons, connectent cette histoire à l'histoire d'autres colonies de peuplement blanc, sans toutefois y rentrer complètement. Mais bref, ce petit rappel pour vous montrer que l'histoire de l'Algérie est une histoire extrêmement vaillante et dynamique. Alors, également, de plus en plus de choses sur la manière, dans le cadre d'une histoire donc impériale que vous connaissez bien, de la manière dont finalement l'histoire coloniale va aussi façonner l'histoire de la métropole française. Donc j'ai 3 points chronologiques. Alors, un premier point sur l'Algérie et le monde dans le premier tiers du XIXe siècle. Donc, un propos qui va évidemment s'articuler comme
Pascal, comme François-Xavier l'ont dit, autour justement de questions de circulation. Donc, des circulations bien sûr liées à la colonisation. Alors, je commence par ces populations allogènes, parce que finalement, ça va être par elles que cette colonisation va s'implanter. Donc oui, je reviens sur les différents ouvrages que je pense maintenant vous connaissez à peu près. Donc la grosse étude de Kamel Kateb, qui une histoire de la démographie de l'Algérie sur 2 siècles, et puis donc un travail qui a été continué avec Guy Brunet sur l'Algérie des Européens au XIXe siècle, justement, par lequel les 2 auteurs montrent comment finalement des origines diverses ont commencé à constituer par les mariages, notamment les mariages entre communautés européennes, comment finalement ces populations européennes peuvent être considérées comme une population ayant donné naissance à une population créole au fur et à mesure des intermariages et des naissances sur le territoire algérien, qui donnent donc naissance à une population particulière d'origine européenne qu'on va donc appeler les Européens. Quelques ouvrages également sur une population tout à fait minoritaire que sont les Juifs alors d'Algérie, avec des travaux plus spécifiques aussi sur les Juifs du Sahara, puisque ce sont des Juifs qui n'ont pas été concernés par le décret Crémieux, donc qui ne sont pas citoyens comme ceux des départements du Nord. Alors, des circulations liées à la colonisation, ce sont donc des immigrations venues d'Europe, de différents lieux, hein, bien sûr de la France, mais en minorité jusqu'au milieu du XIXe siècle, des États allemands et surtout donc de Malte, d'Espagne et d'Italie. Alors ces immigrations qui commencent dès les années 1830 se poursuivent encore au XXe siècle et contribuent donc à la croissance de la population européenne qui par ailleurs connaît une croissance naturelle. Alors, ces circulations liées à la colonisation, elles sont donc liées au fait que, bon, pour plusieurs raisons que je ne vais pas aborder ici parce qu'elles sont déjà pas mal connues, ça peut être des immigrations aboutissant à des installations pérennes ou à des migrations de travail temporaire. C'est notamment le cas entre l'Espagne et la colonie algérienne, et le cas des alphatiers est assez bien connu. Alors des ouvrages importants, les Espagnols dans l'Algérois, les Italiens à Beaune, donc un ouvrage récent de Hugo Vermeeren, donc qui montre justement les logiques de migration entre les différentes régions italiennes et l'est de la colonie, et comment finalement s'organisent ces communautés, à la fois dans le cadre de circulation toujours importante entre l'Italie et dans le cadre de finalement leur insertion dans la société algérienne au sens qu'on peut lui donner autour de 1900, donc la société d'origine européenne. Des migrations qui peuvent être alors plus ou moins longues, mais qui n'ont pas vocation à être d'installation, c'est finalement les migrations d'un certain nombre d'agents, d'acteurs de la colonisation, des acteurs qui peuvent eux-mêmes être compris dans des acteurs et des actrices qui peuvent eux-mêmes être compris dans le cadre de circulation à l'échelle africaine, à l'échelle mondiale. C'est notamment le cas des missionnaires. Alors, missionnaires masculins, mais de plus en plus au cours du XIXe siècle, missionnaires femmes. Et en fait, dans le cadre d'un prosélytisme qui est essentiellement interdit en Algérie, on va malgré tout voir l'arrivée d'un certain nombre de missionnaires féminines. Alors, les missions sont d'abord pour les Européens, mais une partie de ces missionnaires va avoir un travail, on va dire, social auprès donc des Algériens, qu'il s'agisse des sociétés, on va dire, arabophones ou berbérophones.
Par l'histoire de l'Algérie, on peut aussi voir un certain nombre de migrations et d'émigrations maghrébines, alors qui sont liées directement à la colonisation, même si certaines peuvent suivre des chemins antérieurs. Alors, quatre textes font bien le lien entre, vous donne un bon aperçu justement de ces différentes migrations. Donc des mouvements migratoires qui ont essentiellement été abordés du nord vers le sud, des Européens qui viennent s'installer en Algérie, et puis ensuite des migrations des Algériens vers la métropole. Mais en fait, tout au long des 19e et 20e siècles, il y a des migrations à l'échelle maghrébine et entre l'Algérie, l'Égypte et le Moyen-Orient. Alors, des émigrations qui commencent... antérieures à la colonisation, en ce sens qu'il y a toujours eu des déplacements frontaliers entre provinces et entre le Royaume du Maroc et la province d'Alger. Mais à partir de 1830, commencent à exister des migrations qu'on va appeler des migrations liées à la fuite devant donc justement la conquête qui est vue également comme une conquête religieuse, donc la hijra, de musulmans qui, refusant de vivre sous un régime non musulman, vont se réfugier dans des territoires musulmans. Et donc, beaucoup, à l'instar de l'émir Abdelkader après son emprisonnement en France, vont partir vers la Syrie. Donc, en fait, des mouvements réguliers au cours du XIXe siècle et encore au début du XXe siècle vers la Syrie où... les communautés déjà installées incitent également les Algériens à venir les rejoindre, ce qui est en général mal vu par les autorités françaises, qui craignent donc justement par les retours, le développement de quoi justement éventuellement du pan-islamisme. Alors, le dernier grand départ en direction de la Syrie, c'est ce qu'on a appelé l'exode de Tlemcen, alors qui est vraiment très bien expliqué par Charles Robert Ageron, qui en fait replace le phénomène à la fois dans la perspective des autres exodes pour des raisons, on va dire, religieuses, mais qui montre aussi à partir de l'écosystème de Tlemcen comment finalement il y a des raisons plus conjoncturelles. Par exemple, la crainte de l'application de la loi de séparation de l'Église et de l'État, et puis également les recensements en vue de la possible conscription en Algérie. Donc je ne vais pas insister, tout ça est parfaitement bien décrit. Mais alors, vous avez d'autres types de migration, et notamment celles qui existent entre le Maroc et l'Algérie, qui fait l'objet d'un article de Mimoun Aziza. Mimoun Aziza, donc, qui s'intéresse à la manière dont la colonisation a pu transformer ces flux. Et donc, il met en avant 4 types d'immigration. Donc, l'immigration de l'exil, cette immigration pour cause de foi, jusqu'en 1907, donc un exil individuel ou par tribu entière. Ensuite, il parle donc des Algériens vers le Maroc, d'une immigration appelée à partir de 1907-1908 jusqu'en 1926, où en fait, beaucoup d'Algériens sont appelés à jouer un rôle d'intermédiaire entre les occupants français et les Marocains, donc servir d'interprète, mais aussi de greffier, d'instituteur, avec un nombre qui ne cesse d'augmenter. À partir des années 20, une immigration favorisée, avec des Algériens devenus moins indispensables pour l'interface, des tensions sur le marché du travail, et qui finalement, on arrive à une 4e phase de ces migrations, l'immigration supportée, à partir des années 40. Mais ce que met également en avant Mimoun Aziza, ce sont les flux migratoires du Maroc vers l'Algérie, qui commencent au milieu du XIXe siècle. Dans un premier temps, des mouvements saisonniers de travailleurs rifins, qui sont environ 20 000 à la fin du XIXe siècle, venus travailler chez les colons en Algérie. Une partie s'installe en Algérie et ces flux ne cessent de grossir pour travailler, donc notamment dans l'agriculture et de plus en plus dans les chantiers, alors essentiellement d'abord en Oranie. Donc on estime
à l'heure des indépendances, qu'environ 350 000 Marocains vivent en Algérie. Donc, par ces migrations de personnes, finalement, on voit comment, en partie, les migrations qui sont des 19e et 20e siècles peuvent, disons, s'associer à des circulations précoloniales, lesquelles se sont progressivement transformées. Alors, ces circulations précoloniales, je renvoie toujours à ces ibadites qui circulent, alors qui circulent pour des raisons religieuses, par exemple, vers la Mecque, mais qui, en même temps, les trajets durant très longtemps, ce sont aussi l'occasion de circulation, disons, qui permettent de visiter les centres, les mosquées, les centres de formation importants, en Tunisie, au Caire, qui permettent également des échanges commerciaux, notamment de livres. Et donc, ces circulations, disons, d'ouest en est, ne doivent pas faire, qui se perpétuent. Et je vous ai mis le texte de la médecine traditionnelle dans le Constantinois, alors qui ne va pas être votre lecture de chevet, j'en suis bien consciente, mais disons, c'est que Mohamed Salah Belgedj essaye de retracer justement, entre autres, les acteurs donc, de cette médecine traditionnelle dans l'Est de l'Algérie. Et il montre comment, finalement, des herboristes, il en vient du sud de l'Algérie, mais disons d'un Sahara qui peut aussi bien être tunisien que libyen, que donc, des bédouins qui sont des transporteurs d'herbes médicinales, que également on trouve des herboristes qui parcourent le territoire algérien, mais sans s'interdire de passer les frontières vers la Tunisie, vers la Libye, voire ailleurs, et ce, dans le cadre toujours du pèlerinage ou de circulation commerciale variée. Et il montre comment ces circulations continuent, alors en se raréfiant de plus en plus, mais il en retrouve, c'est une thèse de 1966, il en trouve encore après la Deuxième Guerre mondiale, tout en mettant bien l'accent qu'à partir de 1945, les frontières, les contrôles aux frontières font que finalement ces déplacements deviennent de plus en plus difficiles. Alors, des circulations précoloniales qui vont continuer en partie en se réformant, ce sont les circulations disons, à travers le Sahara, donc des routes caravanières. Alors, bien sûr, l'économie coloniale va complètement transformer les circuits commerciaux. Ça ne veut pas dire que les routes caravanières se meurent rapidement. Elles continuent tout au long du XIXe siècle d'exister et, disons, sont de plus en plus, on va dire, obsolètes au cours donc, de ce premier tiers du XXe siècle. Donc, dans l'Algérie du premier tiers du XIXe siècle, donc du XXe siècle, circulent donc un certain nombre. L'Algérie donc est un lieu de nombreuses circulations, commerciales entre la France et sa colonie, mais des circulations commerciales, alors autres à l'échelle maghrébine ou à d'autres échelles. Des informations qui circulent donc dans le cadre de ces commerces et également donc dans le cadre d'une presse arabophone ou francophone qui se développe. Donc le livre d'Arthur Asséraf met l'accent justement sur la manière dont les nouvelles arrivent en Algérie, comment les populations musulmanes peuvent être informées, justement. Alors, c'est pas seulement Arthur Asséraf qui en parle, mais enfin, l'ouvrage est récent. C'est aussi donc, la manière dont les différents événements, justement, internationaux sont commentés par la presse et
comment finalement, ou dans les cafés, et comment finalement l'administration coloniale s'inquiète ou pas de ces discussions, par exemple sur les guerres balkaniques ou sur tout ce qui met aux prises un peuple musulman, une société musulmane, à un agresseur extérieur. Donc vous avez ces commentaires, ou d'autres événements, ces commentaires donc, qui sont connus, enfin, surveillés par les pouvoirs coloniaux. Donc des nouvelles qui circulent de plus en plus, de mieux en mieux, notamment parce que finalement le territoire algérien se transforme. Les infrastructures de transport permettent donc des circulations, alors soit des circulations nouvelles, soit l'accélération de circulations antérieures, et il y a un développement donc du commerce, de la diffusion des journaux, des lettres, donc par la poste, qui a été étudiée par Annick Lacroix dans un livre qui vient de sortir. Dans la catégorie des circulations précoloniales qui ont été transformées par la colonisation, c'est tout ce qui concerne les pèlerinages. Alors ce que Luc Chantre appelle les pèlerinages d'empire. Alors Luc Chantre, qui dans son livre ne s'intéresse pas uniquement à l'Algérie ou à l'Empire français, mais qui montre comment le pèlerinage dans les colonies françaises va d'abord donc être encadré jusqu'au Hedjaz, jusqu'à la Mecque, et comment également donc ces pèlerinages vont se transformer du fait du développement des moyens de transport. Donc là, vous voyez les publicités pour le pèlerinage à la Mecque. Les pèlerins musulmans voyagent enfin dans des conditions de confort et de sécurité encore inconnues à ce jour. Donc c'est dans le cadre d'un paquebot, puisque d'Alger donc partent des navires de pèlerinage jusqu'au canal de Suez et de là par la mer Rouge vers la Mecque, ce qui était une transformation puisque jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au deuxième tiers du XIXe siècle, donc les pèlerins partaient par les routes essentiellement terrestres, ça prenait du temps. Les circuits aussi du pèlerinage sont transformés avec, au cours des années 1920, la manière dont finalement les pèlerins d'Afrique de l'Ouest sont enjoints, pas obligés, mais enfin enjoints de rejoindre la caravane en Algérie et de là de partir en bateau vers la Mecque. Et vous voyez donc après 1945 une affiche pour le pèlerinage officiel de 1945, donc par avion. Alors, je vais aller plus vite pour le reste. Donc des circulations qui bien sûr ne s'arrêtent pas en 1914, mais disons qui continuent, pour vous donner quelques exemples éventuels pour nourrir des dissertations qui, je le sais bien, ne porteront pas uniquement sur l'Algérie, enfin je crois. Donc la Première Guerre mondiale, comme vous le savez tous, est l'occasion pour justement les sujets coloniaux d'entrer, d'avoir de nouvelles connexions avec le monde extérieur, c'est-à-dire que énormément des milliers de soldats venus d'Afrique donc, vont combattre en France. Donc là, je vous ai mis l'effectif des Algériens mobilisés avec 25 000 morts, donc des Algériens qui pour certains, finissent le trajet donc comme dans les cimetières militaires, comme vous voyez celui de Châlons, avec les tombes Châlons en Champagne. Où le carré musulman est installé donc dans le cimetière militaire. D'autres, comme vous le savez également, c'est la même chose pour toute une partie de ce que vous avez pu lire sur les tirailleurs africains. D'autres rentrent avec éventuellement de nouvelles revendications. Mais tout ça, c'est plutôt Anthony Gbillon qui vous en fera part. Alors, je vous ai mis l'ouvrage de Jean-Yves Le Naour, Djihad, parce que, justement, dans le cadre de cet intérêt d'une certaine élite algérienne pour ce qui se passe dans le reste du monde musulman, dans le monde ottoman, s'est posé la question de quand la France entre en guerre contre l'Allemagne, l'Empire ottoman étant allié de l'Allemagne, si finalement les Algériens n'allaient pas céder aux sirènes justement du panislamisme qui est alors prôné avec d'autres choses par le sultan ottoman. Alors
on voit qu'il y a quelques tentatives de la part de l'Allemagne de développer une communication autour de ce thème, mais qui en fait n'a pas un écho particulier. Alors, la guerre, l'après-guerre, ça va être donc non seulement la guerre, l'occasion de partir comme combattant, mais également comme travailleur. Et alors, en 1918-1919, une démobilisation difficile des travailleurs coloniaux, où en gros on essaye de les dégager pour que les soldats revenus du front retrouvent du travail. Mais ce qu'on voit dans le cas des travailleurs algériens, c'est que les départs qui avaient commencé assez faiblement avant 1914, qui avaient augmenté pendant la Première Guerre mondiale, vont véritablement commencer à s'accélérer à partir de 1920. Donc, voilà les chiffres. Et ce que met également en avant Emmanuel Blanchard dans sa synthèse sur l'histoire de l'immigration algérienne. Donc des travailleurs algériens qui vont être embauchés dans les champs comme dans différentes usines ou ateliers. Et alors, justement, c'est ce nouveau monde de l'après-Première Guerre mondiale qui est quand même marqué par des circulations augmentées. Vous avez de plus en plus d'Algériens, finalement, qui circulent, qui déjà vont travailler en France, pose la question des circulations et des politisations. Alors des politisations qui peuvent se voir justement de différentes manières. Alors depuis l'Algérie, où finalement, après un monde qui est marqué par la révolution bolchevique de 1917, le développement du Parti communiste à partir de 1920, finalement, un parti communiste qui met en avant le droit des colonisés, donc finalement, comment s'organise la gauche en Algérie. Alors Claire Marinover a surtout parlé de la SFIO, mais la question se pose également pour le Parti communiste. Comment finalement les Européens d'Algérie vont accepter cette clause donc, de l'internationale communiste. Donc se pose cette question des meetings communistes qui ont lieu donc en France plus qu'en Algérie, puisque ce sont quand même des réunions très surveillées, et puis avec toujours cette question du positionnement des Européens face à la question de la colonisation. Et donc c'est entre autres en France qu'une partie de la politisation algérienne, des Algériens, se fait. Alors je pense que Sylvie Thénault en parlera un petit peu de cette question des premiers partis. Des premiers partis, notamment l'étoile nord-africaine de Messali Hadj. Et donc le dictionnaire du Métron vous donne quelques exemples justement de ces circulations qui finalement permettent un nouveau rapport à la politique, au monde. Donc, par exemple, Akli Benoun, vous voyez, qui arrive, on ne sait pas, peut-être comme travailleur colonial, qui reste en France après la guerre, qui donc se syndicalise, qui fait partie donc qui fait partie des cadres, qui participe à la naissance de l'étoile nord-africaine de Messali Hadj. Et vous voyez également comment il accompagne les délégations de l'étoile nord-africaine dans les rencontres avec les oulémas. Donc finalement des courants qui eux-mêmes se discutent entre eux. C'est difficile de dire d'un côté vous avez les oulémas, c'est le réformisme musulman, de l'autre vous avez Messali Hadj, c'est le proto-nationalisme. En fait, tous ces gens se parlent. Un militant donc de l'étoile nord-africaine, donc lisant le journal, mais vous voyez donc El Oumma, donc la nation, la communauté en français, un journal donc en français, et là encore un parcours de militants donc entre à la fois des mouvements algériens et le Parti communiste. Bon, j'avais mis cette
Image de la famille Messali pour voir aussi que les circulations, elles amenaient aussi à des mixités, notamment donc famille mixte, celle de Messali Hadj, donc qui épouse Émilie Buscan. Donc voilà, donc un exemple donc d'hybridation. Et en plus donc de ces circulations entre alors l'Algérie, la France, les partis qui sont à la fois en France et en Algérie, et par-dessus, avec justement la question du communisme, la réflexion autour de ce que doit être, enfin, ou ne doit pas être justement la colonisation, eh bien, la politisation des Algériens passe aussi par un autre canal. Donc, davantage entre l'Algérie et le Moyen-Orient, c'est la question du réformisme musulman, donc qui est particulièrement porté en Algérie par Abdelhamid Ben Badis et l'association des oulémas algériens. Donc Ben Badis qui fonde en mai 1931 cette association donc, qui est la principale association du courant réformiste en Algérie jusque dans les années 50. Donc c'est un courant donc, qui a été particulièrement bien étudié par Charlotte Coureil, sur lequel je reviendrai parce qu'elle décloisonne, elle aussi, elle désenclave l'histoire de l'Algérie et elle ne s'intéresse pas uniquement à l'histoire de l'Algérie colonisée, mais également de l'Algérie indépendante et montre finalement comment cette association s'est adaptée dans l'Algérie indépendante. Mais enfin, dans les années 30, l'association des oulémas musulmans d'Algérie coordonne un important réseau d'écoles libres arabophones pour, disons, en concurrence avec l'école française, mais, disons, une école arabophone qui ne serait pas uniquement l'école coranique. Donc, elle promeut la langue arabe et l'islam auprès des populations algériennes, donc un travail d'abord culturel qui est pensé comme la réappropriation d'une culture par les Algériens, la renaissance par les Algériens de leur identité nationale qui doit être à la fois arabe et musulmane. Et alors justement, l'intérêt de cette association, c'est alors donc qui naît dans le cadre d'un mouvement plus vaste né au Moyen-Orient au cours du XIXe siècle, qui est à la fois la Nahda, la Renaissance arabe, et l'Islah, la réforme musulmane. Et finalement, comment c'est cette réforme. Donc, en introduction, j'ai parlé de ces chefs réformistes qui font partie du même courant. Elle a lieu au Mzab comme elle a lieu dans le reste de l'Algérie. Donc, des hommes influents donc, sur un système scolaire parallèle en fait au système français, mais également des associations qui créent des cercles de réflexion, des associations de jeunesse, comme en fait ça se fait dans le reste du Moyen-Orient et en Égypte. Et donc les liens justement avec la construction d'un nationalisme en Algérie est assez intéressant, parce que finalement, est-ce que la nation doit être algérienne, arabe, musulmane? Donc c'est des débats tout à fait intéressants. Et puis, vous avez donc autre idée, puisque j'ai mentionné la population juive comme étant un élément des sociétés algériennes, alors qui peut avoir ses propres connexions, alors notamment à travers le Maghreb, voire à travers le Sahara, puisqu'on trouve quelques commerçants juifs à Tombouctou au XIXe siècle, du Maghreb. Donc se pose finalement la question de l'influence que peuvent avoir différentes idéologies, par exemple le sionisme. Alors je l'ai mis après le Moyen-Orient, mais c'est pas complètement justifié, puisque le sionisme vient plutôt d'Europe. Mais disons, comment finalement cette option politique est-elle considérée dans l'entre-deux-guerres? Alors, Haïm Sadoun parle d'une option marginale, que ce soit dans l'entre-deux-guerres, mais même en fait après 1945, malgré l'implantation de quelques structures sionistes.
contrairement à David Cohen, qui montre que cette idée, le sionisme, et cette proposition sioniste est davantage prise en compte par les Juifs du Maroc et de Tunisie. Alors, David Cohen qui s'intéresse aussi à la manière dont cette question est appréhendée par justement les musulmans. Alors, visiblement, dans les années 20, pas grand-chose, et puis c'est la grande révolte de Palestine de 1929 qui commence en fait à organiser des mouvements contre justement le sionisme et contre donc les envoyés du mouvement sioniste international dans les pays du Maghreb. Enfin, peu importe. En tout cas, le sionisme en Algérie est limité. Et Sadoun, comme Cohen, explique ça par finalement le fait que les Juifs d'Algérie sont essentiellement, et se considèrent essentiellement comme français, et qu'à ce titre, finalement, à part quelques dons, leur implication ne va pas très loin. Alors, deuxième partie, d'une guerre à l'autre, je vais aller vite. Les tensions internationales donc européennes, là encore, le plan n'est pas complètement parfait, mais les tensions internationales d'avant-guerre se voient en Algérie. Elles se voient notamment auprès de l'importante communauté espagnole, importante communauté, c'est-à-dire qu'autour de 1930, 40% des Européens nés en Algérie sont d'origine espagnole. C'est une grosse communauté, essentiellement oranaise, mais à l'échelle de l'Algérie qui pèse. Et donc, Anne Dulphy a montré comment la guerre civile suscite en Algérie, particulièrement en Oranie, une véritable polarisation sociopolitique dans différentes villes. Et comment également la guerre d'Espagne a des répercussions directement en Algérie avec l'installation de réfugiés espagnols dans des camps d'internement. Mais c'est aussi les Italiens installés en Algérie qui peuvent être sensibles aux sirènes du fascisme italien, ce qu'a vraiment bien travaillé Hugo Vermeeren dans son chapitre 9. Donc finalement, une citadelle du fascisme en Algérie. Alors, point d'interrogation, parce qu'il montre comment il y a des envoyés italiens qui viennent faire l'article donc dans les villes de l'Est algérien, comment vous pouvez avoir des gens qui sont sensibilisés à ces choses et comment finalement ce fascisme italien peine à prendre. Mais donc je vous ai mis cet extrait parce qu'il m'a semblé très intéressant, qui était donc le lien entre la campagne d'Éthiopie, donc 1935-36, la propagande italienne et les moyens de toucher finalement un maximum de gens, et notamment d'essayer finalement d'intégrer les musulmans d'Algérie dans cette propagande, donc au nom de la lutte contre le colonialisme, avec donc la diffusion d'émissions arabophones dans Radio Bari, et le financement de voyages en Italie pour des notables algériens. Donc une relative popularité du Duce auprès des musulmans, note Hugo Vermeeren, mais en fait une relative influence assez faible finalement du fascisme italien. Donc, la Seconde Guerre mondiale, c'est là encore l'occasion encore multipliée de partir combattre, mais finalement avec des effets assez semblables que dans la Première Guerre mondiale, à savoir une ouverture vers le monde, une ouverture, la guerre qui vient également dans les familles, dans les campagnes, puisque ce sont des lettres, et de plus en plus, puisque l'alphabétisation, tout en restant limitée, augmente un petit peu. C'est aussi toute la question des pensions qui obligent finalement les populations à rentrer finalement dans un système bureaucratique, donc d'apprendre un peu à lire pour défendre ses droits. Donc à nouveau donc des combattants algériens qui vont partir vers France. Beaucoup seront faits prisonniers. Vous avez un article de Belkacem
Kassem Recham sur ces indigènes nord-africains prisonniers de guerre et leurs conditions de vie donc dans les camps de prisonniers allemands. Donc quelque chose qui a été bien travaillé par Jacques Frémaux. Je n'insiste pas plus que ça sur les circulations liées à la guerre, au fait une guerre qui recommence après 1944, le fait que les contingents africains, algériens vont être utilisés justement pour le débarquement en Europe et la fin de la guerre. Donc Alger, à cette occasion, devient la capitale de la France libre. Donc les Américains sont en Algérie. Alfred Salinas a bien décrit cette période, avec justement des circulations, des consommations un peu autres, on va dire. Les soldats américains amènent des chewing-gums, du corned beef. Alors ça fait partie aussi des rations, comment le corned beef est plus ou moins accepté, puisqu'on ne peut pas dire que ça soit de la viande à la loup-cachère, mais en tout cas donc de nouvelles habitudes avec cette population, alors pas appelée à s'implanter longtemps, mais enfin cette population qui arrive également en Algérie. Après 1945, donc les soldats nord-africains vont se retrouver dans le corps expéditionnaire d'Extrême-Orient. Les circulations entre l'Algérie et la métropole continuent, que ce soit dans le cadre d'une émigration de travail ou dans le cadre d'une migration pour aller à l'université. Vous avez de plus en plus d'étudiants algériens à la fois en Algérie et en France. Le développement des médias de masse aussi qui permet autre chose, donc le développement de la radio, du cinéma, et avec, donc, à partir d'un article intéressant de Sébastien Denis, la manière dont les autorités coloniales vont recommencer à faire très attention à ce qui arrive de l'extérieur. Donc là, c'est La Voix des Arabes, donc la radio fondée par Nasser en 1953, qui est présentée comme spécialement suivie par tous les éléments séparatistes ou nationalistes. Donc en gros, c'est le PPA et le PLD. Dont elle exalte dangereusement les sentiments anti-français. Mais en fait, ce que met en avant ce rapport du préfet de Constantine, c'est que donc de nombreuses émissions radiophoniques en arabe, des films égyptiens amènent donc ces jeunes, pas forcément militants, à considérer l'Égypte et le Moyen-Orient comme leur véritable patrie spirituelle. Et donc c'est toute l'inquiétude qu'il y a, alors pas tant liée au pan-islamisme cette fois qu'au pan-arabisme. Et justement, Sébastien Denis a montré comment, donc vous avez un certain nombre d'émissions qui passent, mais que donc c'est au cinéma qui se développe, alors surtout dans les villes, mais de plus en plus dans les campagnes. Les actualités, par exemple, sont censurées. Dès qu'il est question du corps expéditionnaire en Indochine, c'est anticolonial, non. La guerre de Palestine en 1947-48, c'est non plus. Tout ce qui concerne Suez, non. Donc en fait, les actualités sont censurées quand on sait qu'elles vont passer devant un public musulman. De même, enfin pas de même d'ailleurs, en même temps, vous avez pas un déferlement, mais vous avez de plus en plus de films égyptiens qui passent pour un public arabophone, alors parfois redoublés en arabe algérien. Et vous voyez donc cette analyse du fils d'Antar et des aventures de Antar et Abla, donc des films égyptiens, 1947, où en fait, ce qui est noté par les rapports coloniaux, c'est que la population se reconnaît dans justement ces héros qui luttent pour une terre prise par des envahisseurs. Et j'en viens donc en 3 minutes à ma dernière partie. L'Algérie indépendante et le monde. Enfin, je ne sais pas combien de temps j'ai. L'Algérie et le monde. Alors, la guerre d'indépendance, 5 minutes. Donc, de toute façon, Sylvie Thénault va vous proposer 50 minutes brillantes sur la guerre d'indépendance. Moi, je vais juste la reprendre sur cette question que la guerre d'indépendance, c'est dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est aussi une guerre des ondes, comme l'a montré, là encore, Charles-Robert Ageron, que c'est l'occasion de déplacements à diverses échelles, des déplacements qui ont lieu au sein des campagnes, dans les camps de regroupement, dans les villages de regroupement, mais aussi à l'échelle du Maghreb, avec les camps de réfugiés au Maroc et en Tunisie.
C'est une guerre qui se déploie également en France, où la population algérienne, vous le voyez sur ce graphique, est de plus en plus importante, donc une véritable diaspora qui se met en place en France. Donc des ouvrages qui montrent justement ce déploiement de cette guerre qui n'est pas confinée justement à l'Algérie. Et puis, donc, après 1962, le temps des transitions et des coopérations. Alors, des coopérations, un thème qui s'est beaucoup développé ces 10-20 dernières années, donc avec de très nombreux témoignages de coopérants, alors pas seulement sur l'Algérie, également sur le reste de l'Afrique. Mais Catherine Simon, justement, a écrit un livre intéressant, l'Algérie des pieds rouges, où elle montre dans les années 62-65 ce bouillonnement que provoque l'Algérie, avec énormément de gens qui viennent y travailler, en fait, tout simplement pour faire fonctionner les structures d'un État dont les fonctionnaires sont partis, les acteurs sont partis largement. Et un certain nombre de travaux, justement, concernent cette la mise en place d'une coopération plus institutionnalisée entre l'État algérien et les autres États. Donc, un article récent de Karim Mamas qui montre justement que, contrairement à pas mal d'autres pays africains, la coopération est tout azimut. C'est-à-dire que, d'un côté, et très vite, dès 1962, l'Algérie a demandé à la France une coopération militaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est la différence entre les différents partis au sein de l'armée algérienne. Et vous voyez comment finalement plusieurs États apportent leur aide à l'Algérie, donc soit une aide civile, soit une aide militaire, avec l'idée quand même du côté des Algériens de diversifier la coopération militaire qui vient à la fois de la France, de la République arabe unie, l'Égypte, et de l'URSS. La coopération avec l'Union soviétique, elle a été bien étudiée par Constantin Katsakioris, alors pas forcément sur l'Algérie, mais sur les étudiants arabes partis en Union soviétique. Alors vous verrez le nombre d'Algériens partis dans cet ensemble. Et Katsakioris met en avant en fait l'importance que cette coopération a eue justement pour la formation d'un certain nombre de cadres, notamment dans le domaine des hydrocarbures, avec en retour les soviétiques qui fondent à Boumerdef le centre africain des hydrocarbures et du textile. Mais il s'agit en fait surtout de former des ingénieurs qui ensuite en fait vont être employés par la Sonatrach, donc la société qui exploite les hydrocarbures en Algérie, et en fait, qui est donc nationalisée en 71 et qui permet en fait de se passer des cadres étrangers, donc ils ont été remplacés par des cadres algériens. Et donc l'Algérie dans le monde, c'est un pays qui, vous le dira Sylvie également, a des ambitions géopolitiques et diplomatiques, en tout cas à l'échelle de l'Afrique. C'est un pays qui se veut la capitale de la Révolution et qui va accueillir le festival panafricain de 1969, ce qui a été bien raconté dans les mémoires d'Hélène Moktefi. Et la société algérienne, c'est également une société qui, comme les autres, s'ouvre. Alors, j'ai parlé du pétrole, mais c'est aussi une société qui est de plus en plus urbaine, avec donc un exode qui s'accélère après 1950, même s'il a commencé avant. C'est aussi, finalement, vous voyez, une jeunesse. C'est la création du groupe les Blue Jeans, qui se sont appelés un temps les Rangers, un groupe de rock du constantinois. En même temps que, par ailleurs, je n'ai pas eu le temps d'évoquer, mais les musiques, on va dire, traditionnelles, ont été elles-mêmes transformées par le jazz, et notamment par la circulation des artistes, alors à la fois entre le Maghreb, au sein du Maghreb et en France. Donc des modèles politiques en recomposition, et je prends la minute, c'est ce qu'évoque Charlotte Courreille et une thèse de Bilal Haïnine, c'est qu'en même temps qu'on a une société qui est en fait ouverte à un certain nombre d'influences, se pose la question de la transformation du réformisme musulman, son insertion dans l'État algérien indépendant, donc qui met au centre de l'identité algérienne l'islam, et comment finalement
cet islamisme algérien s'articule avec celui venu d'Orient et se pose la question, est-ce que finalement l'Orient est à l'origine de la radicalisation de l'islamisme algérien et donc dans les origines de la guerre civile qu'a connue l'Algérie. Donc une influence des frères musulmans effective et un rôle relativement limité de l'Arabie saoudite, note Bilal Haïni. Et j'en ai terminé, puisqu'on est arrivé à peu près dans les années 80, cette conclusion pour vous dire que toutes les circulations, là encore, elles peuvent être perçues au début du XXIe siècle. Alors, dans la continuité, donc une diaspora algérienne qui se développe encore en France, mais pas que. Vous voyez les différents lieux où elle s'est désormais étendue. Que nouveauté, relative nouveauté, l'Algérie devient une terre d'immigration, alors pas européenne, mais du reste de l'Afrique, avec des flux migratoires à travers le Sahara, qui jusqu'à un certain point recouvrent les routes des caravanes, mais là, l'assimilation est quelque peu audacieuse. Et enfin, de nouvelles influences, de nouvelles circulations, cette fois-ci à beaucoup plus grande échelle, celle finalement qui lie de plus en plus l'Algérie à la Chine, comme le montre cette caricature d'Aïnouch de 2016, donc d'une Algérie désormais made in China. Bon, évidemment, c'est à nuancer. Merci.